fait, on va passer notre vie à jongler entre les remontées et les décrues de cette maladie. Apolline de Malherbe, les gens qui savent ce qui va se passer après l'Omicron mentent. Personne ne sait ce qui va se passer avec l'Omicron. Il y a plusieurs scénarios possibles. On peut en faire 3. 1, c'est la fin. Effectivement, c'est la fin. Mais tout ça, ça rentre dans le monde animal. Il y aura des infections dans les pays où on n'est pas vacciné, etc. C'est la fin de la pandémie après 2 ans. Ça, c'est le scénario idéal. L'autre scénario, c'est un variant d'échappement suivant à Omicron qui arrive parce qu'il y a une circulation virale qui baisse, mais qui est extrêmement importante. Il faut le rappeler quand même. Donc, un variant qui arrive. Et le troisième, c'est un scénario intermédiaire qui est qu'on aura des phases, comme on dit, épidémiques. C'est-à-dire, alors on dit oui, comme la grippe. Non, pas comme la grippe, ni comme le rhume. Des phases épidémiques avec ce coronavirus ou un autre, et qu'il faudra gérer, soit avec des rappels à l'automne, etc. Pourquoi je vous dis momentanément, comment on va faire pour vacciner les gens en automne ? Enfin, tout le monde s'entend et il va y avoir des recommandations pour dire qu'à l'automne, il va falloir un rappel. Un rappel adapté à ce qu'il y aura. C'est-à-dire une 4e dose dans les faits. Un deuxième rappel, oui. Mais alors, est-ce que ça sera pour tout le monde ? Est-ce que ça sera pour... Les pays ne savent pas. Chaque pays choisit. Il y a des pays qui choisissent, par exemple, de faire des deuxièmes rappels ou des 4e doses à des personnes qui sont plus vulnérables. C'est probablement ce qui va se passer. En tout cas, ça sera le minimum. Et je pense que ça va être annoncé dans les jours, notamment pour les plus de 80 ans. Annoncé dans les jours qui viennent, cette idée d'un rappel obligatoire pour les plus vulnérables. Pour les plus vulnérables. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment désobligeant dans ces annonces, c'est qu'il n'y a pas de critères en face. On dit les Danois, mais les Danois, la campagne d'explication des Danois, elle est très spectaculaire, parce qu'elle explique pourquoi ils prennent ces décisions. Alors pourquoi ? Ils prennent ces Pourquoi décisions. Pourquoi ils lèvent toutes ces restrictions d'un coup ? D'abord parce qu'ils ont un taux de vaccination quand même un peu plus élevé que le nôtre, premièrement. Deuxièmement, ils ont une habitude d'hygiène, en discutant là avant cette émission, dans les regrets qu'on a, c'est qu'on n'a pas réussi en 2 ans à installer une politique d'hygiène en France. Qu'est-ce qui manque ? J'ai l'impression quand même qu'on se lave énormément les mains, qu'on continue souvent à mettre le masque. Vous avez tort. Non ? Mettez des marqueurs à la sortie des toilettes, vous serez surpris. Il y a des gens qui sortent des toilettes sans se laver les mains. Et les solutions hydroalcooliques, plus personne n'en achète. Enfin, quasiment plus personne. Et le masque, à partir du moment où il ne va pas être obligatoire, ça sera un sujet très intéressant sociologiquement. Qui va porter le masque, à part moi ? Qui va porter le masque ? Vous le portez encore en ce moment même, oui, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Parce que c'est pour la pédagogie aussi. On peut pas faire comme si les choses étaient réglées. Il y a une circulation virale. Il est symbolique, là, votre masque, c'est ça que vous voulez dire ? Il est symbolique. À la fois, on ne s'est pas parlé sur ce qu'on a fait dans les jours qui précèdent, mais oui, il y a une valeur pédagogique. Là, on est à distance. On est tous les 2 vaccinés avec un rappel, etc. On pourrait imaginer que. Mais je pense qu'il y a une pédagogie. C'est-à-dire que le masque, c'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il ne sera pas utile. Et je prends l'exemple souvent du préservatif. Le préservatif n'a jamais été obligatoire. C'est pas pour ça qu'on ne le conseille pas quand on a une exposition à risque.